Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Bonjour Antoine Linty, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous publiez un ouvrage aux éditions EHESS Gallimard, Seuil, l'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité, puisque Frédéric Seyss vient de parler de la discussion avec les mots de l'adversaire, la tolérance. On la doit au siècle des Lumières ? Oui, bonjour Guillaume Erner. Oui, alors, on la doit au siècle des Lumières. C'est une des grandes idées, évidemment, du siècle des Lumières, mais néanmoins, il faut nuancer. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais pensée comme une tolérance ou une liberté d'expression absolument totale, universelle. Les Lumières sont... les philosophes des Lumières sont des grands défenseurs de la tolérance, notamment de la tolérance religieuse, de la liberté d'expression, mais avec toujours l'idée que l'espace public doit être régulé. On connaît par exemple la fameuse phrase de Voltaire, toujours citée, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Et en réalité, il n'a jamais dit ça, c'est une phrase apocryphe, et il ne l'aurait jamais dit, puisque Voltaire n'hésitait pas à demander à ce que ses adversaires soient eux-mêmes censurés lorsqu'il trouvait qu'ils allaient un peu trop loin dans la critique. Donc il n'était pas du tout là pour se battre, pour que l'adversaire puisse répliquer. Il y a en tout cas de plus en plus une véritable ambivalence à l'égard des Lumières, le progrès par exemple qui est associé à ce siècle. Aujourd'hui Antoine Linty, il est surtout accusé d'être responsable d'un grand nombre de nos maux. Oui, bien sûr. Alors, il faut rappeler que le culte du progrès, c'est pas une idée du XVIIIe siècle, c'est vraiment une théorie du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, bien sûr, il y a un optimisme, une croyance dans l'idée que des progrès sont souhaitables et possibles, mais avec toujours travaillé en même temps par le doute, l'incertitude, l'inquiétude. Donc finalement, ce qu'on doit aux Lumières, c'est pas une espèce d'optimisme un peu naïf, de culte béat du progrès, c'est plutôt une réflexion très forte sur les possibilités, mais aussi les limites du progrès. Et ces possibilités, alors, elles vont donner lieu quand même à la naissance, ou en tout cas au couronnement de l'esprit scientifique. C'est à partir de ce moment-là qu'on considère qu'il est possible de connaître le monde en s'émancipant de toute forme théologique, Antoine Linty. Ah oui, alors ça, absolument. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, les Lumières vont remplacer l'autorité de la religion par l'autorité de la science. Et donc par l'autorité, donc la foi par la raison. Mais évidemment, le problème, les philosophes des Lumières sont immédiatement confrontés à une question qui, pour nous aujourd'hui, est cruciale, mais qui est déjà à leur époque. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comment faire pour que cet esprit critique et scientifique, lui-même, ne devienne pas un dogme et que les philosophes ne se transforment pas en nouveau clergé, en clergé de la science. Et donc, l'esprit critique doit être diffusé partout, l'esprit scientifique doit être diffusé, mais il doit quand même à un moment s'arrêter devant l'autorité des savants, par exemple des intellectuels, des autorités, des institutions scientifiques, intellectuelles, culturelles. C'est pour ça que la croyance dans le progrès, là aussi, n'est pas un optimisme naïf, mais une réflexivité critique, justement, sur les rapports entre savoir et progrès. Est-ce qu'ils n'ont pas péché, justement, ces glorieux ancêtres, par leur croyance infinie en l'homme, en sa capacité à penser le monde, à habiter le monde, Antoine Linty ? Alors parfois, effectivement, certains, ça leur a été reproché d'avoir été excessifs dans leur optimisme et dans cette croyance. Mais le plus intéressant, alors évidemment, on peut s'amuser à trouver des phrases un peu excessives, mais je pense que ce qui est important, c'est de sortir de cette espèce de face-à-face entre la glorification des Lumières d'un côté, là encore, donc il faut croire éternellement à l'humanisme des Lumières, et de l'autre côté, une critique caricaturale, puisque ce qui est, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, ce qui est le plus intéressant dans l'héritage des Lumières, ce qu'on a véritablement hérité, c'est plutôt une manière de s'interroger sur les ambivalences de la modernité. La quasi-totalité des philosophes des Lumières, justement, ils savent très bien que cet esprit critique ou le culte scientifique du progrès est aussi plein de dangers. Et c'est ce que l'on découvre dans votre ouvrage L'héritage des Lumières, Antoine Linty. On voit qu'un grand nombre de questions, qui sont des questions contemporaines, qu'un certain nombre de combats, aussi le combat antiraciste par exemple, il débute à cette époque-là.
Oui, absolument, et bon, notamment parce que les Lumières, alors ça a été souvent noté, sont contemporaines du grand développement de la traite et de l'esclavage des Noirs, mais contrairement à ce qu'on dit parfois, de manière caricaturale, en réalité, la plupart des philosophes des Lumières ont dénoncé l'esclavage, étaient parfaitement conscients du fait qu'il s'agissait d'une tâche absolument terrible pour l'Europe. Alors, évidemment, Voltaire. Alors on peut dire qu'ils ne l'ont pas dénoncé assez fortement, aussi fortement qu'on voudrait aujourd'hui avec 2 siècles de distance. Mais Voltaire, par exemple, il y a un véritable retournement chez Voltaire. Il commence au début de sa carrière, il est une espèce d'optimiste absolu, extrêmement content de la mondialisation, parce que c'est le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle du commerce, de la mondialisation, donc il se réjouit d'avoir tous ces produits, le café, le sucre, le chocolat qui arrivent des colonies. Et puis, progressivement, à partir des années 1740-50, notamment en étudiant l'histoire, parce qu'on oublie, mais Voltaire a écrit une grande histoire universelle, il s'aperçoit que la colonisation, et notamment la colonisation en Amérique, a été, il le dit lui-même, un drame effroyable. Il dit que c'est le pire crime que notre globe ait connu. Et il va progressivement revenir justement de son optimisme humaniste et penser à Candide, le fameux épisode, tout le monde a étudié ça à l'école, mais on l'oublie des fois. Donc l'esclave du Suriname qui a un bras coupé, une jambe coupée, qui vit dans des conditions extrêmes et qui dit à Candide et aux Européens, il leur dit c'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe. Donc le prix du confort européen, c'est le malheur du monde. Et donc cette conscience-là, c'est pas du tout une espèce d'optimisme un peu naïf, c'est au contraire une réflexion critique sur les conséquences de notre rapport au monde. Mais alors, pourquoi ce procès des Lumières? Et il y a en l'occurrence un philosophe qui est particulièrement accusé de tous les maux, qui est accusé finalement d'avoir laissé l'homme libre de manière largement outrancière, de nous avoir permis de nous abandonner à nos mauvais penchants. C'est Rousseau, la faute à Rousseau. C'est assez commun comme procès des Lumières, Antoine Linti. Oui, alors c'est paradoxal parce que Rousseau est justement quelqu'un qui est à la frontière des Lumières. Au fond, moi, c'est ce que j'appelle un autocritique des Lumières. Mais beaucoup de gens le classeraient plutôt presque du côté des anti-Lumières. Pourquoi ? Parce que justement, Rousseau, c'est un de ceux qui ne croient pas au progrès indéfini. Et surtout, c'est celui qui a le plus systématiquement insisté sur les dangers de ce qu'on appelait à l'époque la civilisation. C'est-à-dire, il dit ok, le luxe, d'accord, les sciences, d'accord, les arts, mais tout ça se fait au détriment de la morale, se fait au détriment de l'esprit civique. Donc, celui qui est le plus grand critique de l'individualisme des Lumières, c'est Rousseau. Donc, il y a un paradoxe. Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'on accuse Rousseau ? À cause de la souveraineté démocratique. Mais Rousseau, c'est plutôt ce qu'on lui reproche, c'est d'être le penseur de la souveraineté populaire, de la souveraineté démocratique. Mais en réalité, en revanche, c'est un de ceux qui va porter le fer au cœur de l'optimisme individualiste des Lumières. Et alors, pour quelle raison cette image des Lumières, avec la faute à Rousseau, la faute à Voltaire, le procès des Lumières qui était fait encore récemment par le pape, accusé des grands drames du XXe siècle, Antoine Linti? Alors, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en fait, c'est les écrans entre nous et les Lumières. C'est-à-dire, il y a eu d'abord la Révolution française. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que les Lumières sont un phénomène au moins européen, voire global. Or, le rapport aux Lumières est très différent en France et dans les autres pays. Parce qu'en France, la Révolution a fait un écran et on projette sur les Lumières, pour le bien ou pour le mal d'ailleurs, des deux côtés, une vision des Lumières qui est un peu anachronique. Et puis ensuite, il y a les défenseurs des Lumières qui, au XIXe siècle et jusqu'à nos jours, ont parfois eux-mêmes, pour en faire la défense, caricaturé les Lumières. Et donc, on a ce face-à-face, ce que certains ont appelé le chantage aux Lumières, c'est-à-dire soit c'est tout beau, soit c'est tout mal, soit c'est un universalisme abstrait, soit c'est au contraire les progrès de la raison. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Et le travail de l'historien, c'est justement de proposer une lecture moins manichéenne de cet héritage des Lumières. Mais un certain nombre de pathologies démocratiques qu'on voit aujourd'hui, alors par exemple ce que l'on nomme, c'est très flou, mais ce que l'on nomme le populisme, Antoine Linti, l'accusation de la démocratie et de ses excès, tout ça, ça débute aux Lumières. Bien oui, parce que les Lumières, au fond, elles sont prises dans une espèce de contradiction, un paradoxe entre d'un côté
ce qu'on pourrait appeler un universalisme théorique. Ça veut dire quoi? Pour être simple, ça veut dire qu'au fond, c'est la conviction que tout individu, tout homme a la possibilité de juger par lui-même. Voilà. Ça, c'est le credo fondamental des Lumières. Mais en même temps, il y a un constat, une réalité, c'est que le savoir est mal distribué. Et du coup, les philosophes des Lumières, à la fois, ils pensent que le peuple, le public peut s'émanciper grâce au savoir, grâce à l'éducation, et en même temps, ils sont extrêmement méfiants vis-à-vis du peuple réel. Pas du peuple abstrait, mais pas du public abstrait, mais du peuple réel. Et donc, on a énormément de textes qui dénoncent la multitude, la populace, la foule. Et donc, cette tension entre un peuple qui est potentiellement rationnel grâce à l'éducation, grâce à la liberté du savoir, et ce peuple inquiétant qui, justement, lui, est plein de préjugés, qui est toujours la victime potentielle des charlatans ou des autorités religieuses, etc., eh bien, cette tension, elle est extrêmement présente déjà au XVIIIe siècle. D'où la question, le peuple doit-il être éclairé? Et oui, c'est la grande question, parce que, au fond, les philosophes des Lumières sont persuadés que le peuple doit être éclairé. Mais comment? Et la réponse, évidemment, qui va de soi, c'est d'une part la liberté d'expression, la liberté de la presse, donc un espace public libéral, et d'autre part l'éducation. Mais très vite, ils s'aperçoivent, à la fin du XVIIIe siècle, que la liberté d'expression, par exemple la liberté de la presse, produit quoi? Eh bien, elle produit des rumeurs, elle produit ce qu'on appellerait aujourd'hui des théories du complot, elle produit la diffamation. Et donc, très vite, ils vont s'apercevoir qu'elle est très dangereuse et qu'elle est à la fois une condition de l'émancipation, mais en même temps, elle est peut-être le principal danger, parce qu'elle donne finalement aussi la parole à ceux qui proposent des solutions faciles, des remèdes miracles, ce qu'on appellerait aujourd'hui les populistes. Et donc, cette inquiétude, elle est au cœur déjà des Lumières. Avec des questions qui sont très modernes, par exemple, la célébrité, vous y avez consacré un ouvrage, Antoine Linty. Sa genèse, c'est ce moment des Lumières, ce moment du XVIIIe siècle et des périodes postérieures. Oui, parce que le XVIIIe siècle, alors, moi j'appelle le moment de la première révolution médiatique, il ne faut pas oublier que c'est le moment, par exemple, où les journaux se développent énormément. Et donc, il y a véritablement une sphère médiatique qui se développe et qui va créer les premières célébrités, alors, notamment dans le monde, par exemple, du théâtre, mais aussi dans le monde littéraire ou intellectuel. Donc, vous parliez tout à l'heure de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est une véritable star, c'est-à-dire qu'on raconte dans les journaux tous les événements de sa vie privée, des gens viennent le voir, veulent le rencontrer. Pourtant, je pensais que sa vie privée était peu glorieuse, Antoine Linty. Ah, mais si, quand même, parce qu'on s'intéresse, par exemple, on veut le voir dans son quotidien, on veut voir l'homme, et pas simplement le penseur. Et lui-même le vit de manière très désagréable. Et le père, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était un mauvais père. Un mauvais père, par exemple. Voltaire a révélé que Rousseau avait abandonné ses enfants. Alors, du coup, ça crée des débats entre ses partisans et ses adversaires. Est-ce qu'il est vraiment mauvais ou est-ce qu'il est vraiment bon? Et le problème, c'est que Rousseau, dans un premier temps, a joué de cette célébrité parce qu'elle lui paraissait une manière justement d'avoir un allié qui était le public contre les petits milieux intellectuels parisiens qu'il détestait. Mais j'ai déjà entendu ce discours. Vous l'avez déjà entendu, vous voyez à quel point c'est moderne. Et dans un second temps, il s'est rendu compte qu'en fait, cette célébrité était un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce qu'il s'est rendu compte que finalement, ce public s'intéressait plus à des détails, à des polémiques, à des détails de sa vie privée qu'à son œuvre. Alors il dit finalement, ils ne me lisent pas, ils veulent me voir passer dans la rue, aujourd'hui ils voudraient un autographe, mais ils ne veulent pas, ils ne me lisent pas et ils ne débattent pas de mon travail. La distinction vie privée, vie publique, c'est cette époque-là. Exactement, c'est le moment où justement, et où on se met à penser que la vie privée révèle la vérité de la vie publique, des intellectuels, mais ensuite, sous la Révolution, par exemple, des hommes politiques. Et évidemment, ça modifie complètement la situation des savants, ou des intellectuels, ou des hommes politiques dans l'espace public. Pourquoi cela? Parce que le christianisme s'est quand même construit sur l'introspection, la confession. Michel Foucault, que vous citez souvent, le philosophe Michel Foucault, avait expliqué que l'Occident avait construit une mécanique d'aveu avec la confession. Alors pourquoi cette vérité d'un homme qui serait à chercher dans la vie privée, cela est clos au moment des Lumières, Antoine Linty? Parce qu'il ne vous a pas échappé que la confession, elle est justement secrète. Il y a le secret de la confession. La confession, c'est une affaire entre la personne et Dieu.
entre la personne et son confesseur et Dieu. Or, la nouveauté au XVIIIe siècle, c'est pas seulement la naissance d'un rapport à l'intimité ou à l'introspection. C'est le fait que le privé devient public. Jean-Jacques Rousseau, on y revient encore une fois, lui, il ne va pas se confesser chez son confesseur, d'autant plus qu'il est protestant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des confessions. Donc il publie un livre qui, et c'est la première fois, qui raconte au public sa vie privée, à la fois pour la donner comme modèle, justement, de vie publique, et comme garantie de la vérité de son discours philosophique. Donc c'est un geste qui est très audacieux, qui est très moderne, mais qui est aussi très dangereux, parce que d'une certaine manière, il se jette en pâture à l'opinion, et cette opinion va en partie se retourner contre lui. Il terminera en disant « Le public est trompé, je le vois, mais il veut l'être et ne voudrait pas être désabusé. » Donc cette méfiance à l'égard du public, c'est pas simplement qu'il est manipulé, c'est que le public lui-même, il y a cette inquiétude, ce doute que le public finalement préfère des choses faciles, un peu simples, plutôt que des vérités dures. Antoine Lilti, l'héritage des Lumières avec ses ambivalences de la modernité, c'est le sous-titre de votre livre publié aux éditions EHESS Gallimard Seuil.